Eric, bonjour. Bonjour Vincent. Alors la volatilité a fait son retour sur les marchés actions avec des secousses assez brutales, même très brutales. Est-ce que nous sommes en train de vivre le basculement dans un marché baissier ou ne s'agit-il que d'une correction bien logique après une ascension assez phénoménale? Alors, entre les deux, je pencherais plutôt pour la correction. On n'est pas encore dans un phénomène de récession aux États-Unis. On a une croissance globale qui est bien ancrée, en fait, au-dessus des 3%. Alors, évidemment, il y a de la volatilité, donc il faut surveiller quand même les spreads corporate, parce qu'en fait, quand il y a de la volatilité, les spreads ont tendance à monter et ça peut favoriser un durcissement des conditions monétaires et donc remettre un peu en cause une partie de la croissance. Les spreads corporate, ce sont les taux de la dette privée, c'est ça? C'est ça, l'écart entre les taux de la dette privée et les taux des obligations gouvernementales. Je reviens aux États-Unis. Vous dites que finalement la croissance est encore là et qu'elle est relativement vigoureuse. Cela dit, on est en haut de cycle aux États-Unis. Est-ce que on n'est pas tout de même au bout de l'histoire? Les marges sont à des niveaux assez inouïs. Alors, tout à fait. Deux points peut-être sur ce sujet. L'idée d'avoir une croissance qui accélère certainement est maintenant derrière nous. On va avoir ce qu'on appelle, on est peut-être arrivé au peak momentum, on dit en anglais, au paroxysme en fait un petit peu de la croissance. Donc on peut avoir une croissance qui se mette à décélérer. En dépit du plan de relance fiscal de l'administration Trump? Alors, pas immédiatement, parce qu'en effet, le plan de relance va avoir des effets sur la deuxième partie de cette année et sur la première partie de l'année d'après. Mais en perspective, quand on regarde sur 2018-2019, on est certainement un petit peu au maximum en termes de croissance. Ça veut dire sur les profits des entreprises que, par exemple, on était à 17% au niveau mondial en 2016. De croissance. De croissance. 14% cette année. En 2019, on devrait aller vers quelque chose à un chiffre. Et les marges que vous mentionniez sont assez instructives à cet égard. Et il y a un graphique qu'on peut regarder. Qui apparaît, en effet. Voilà, et qu'on peut peut-être commenter, déjà expliquer le graphique, parce qu'il paraît peut-être un peu complexe. Mais ce que je voudrais mentionner sur les marges, je vais revenir sur l'explication du graphique, sur les marges, c'est qu'en règle générale, le top des marges intervient quand on a justement la volatilité qui augmente. Donc c'est un petit peu ça le point. Donc sur ce graphique, on voit des bandes qui représentent les récessions aux États-Unis. Les bandes verticales. Bandes verticales. Et puis deux courbes. La courbe en bleu, ce sont les marges des entreprises. Et l'autre en vert, c'est tout simplement le marché américain, le S&P 500. Alors, ce qu'on constate, c'est que systématiquement, vous voyez là où il y a des flèches, on voit bien que les marges des entreprises font un top, on va dire, avant les bandes grises. C'est-à-dire qu'en réalité, les marges des entreprises font un top avant les récessions. Et en moyenne, dans l'histoire, c'est même 6 trimestres avant les récessions. Donc, hausse de la volatilité, vraisemblablement, pic des marges. Mais pic des marges, ça veut dire qu'on a encore du temps derrière pour avoir et les profits qui progressent et les marchés qui résistent. C'est ce qu'on voit sur la courbe en vert. Le S&P 500 avait continué à progresser dans ces différentes occasions. Donc, ce qui milite pour votre idée de simple correction, et non pas d'entrer dans un marché baissier. Exactement. Simple correction, mais on a encore du temps avant de parler de fin de cycle. Et donc, à un moment donné, on devrait se rééquilibrer. Alors, question tout de même subsidiaire. Quand les marchés se mettent-ils à anticiper la récession? Combien de trimestres avant, en règle générale? Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a une sorte de dissymétrie des marchés entre l'anticipation de la fin de cycle et l'anticipation du début de cycle. En général, l'investisseur action, on va dire, a une petite tendance optimiste, et donc il va anticiper les retournements 6 à 9 mois d'avance, alors que les fins de cycle, il a tendance à les anticiper 3 à 6 mois à l'avance. Donc en tout cas, rarement 12 ou 18 mois avant. Bon, en tout cas, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas la peine de prendre ses jambes à son cou pour le moment, d'après vous, et de sortir complètement du marché action, si je vous suis bien. Néanmoins, vous nous dites qu'on est donc plutôt face à une correction. La question, c'est est-ce qu'elle est consommée, est-ce qu'elle est achevée, ou est-ce qu'elle va encore se poursuivre pendant quelques semaines ou quelques mois? Alors là, on rentre dans un sujet qui devient toujours un peu délicat parce qu'on dit timing is everything en anglais. Le timing, c'est tout, mais en même temps, c'est certainement la chose la plus compliquée sur les marchés.
Alors, je pense que pour se retourner, les marchés ont certainement besoin d'un catalyseur. Alors, on peut en citer trois. Le premier, ça pourrait être des surprises économiques qui surprennent à la hausse. Le deuxième, ça serait des surprises sur les publications de profit, puisqu'elles ont commencé à arriver. La troisième chose, c'est que si les marchés se sont fait peur sur la notion de protectionnisme qui a déclenché cette deuxième vague de baisse sur les marchés, si cette peur disparaissait au niveau du protectionnisme, évidemment, si le facteur qui a fait baisser les marchés disparaissait, ça pourrait aussi relancer les marchés. Sur ce sujet, on voit bien que c'est quand même très très sensible aux communications, aux tweets de Donald Trump. Et dans l'un de ses tweets, il a mentionné d'ailleurs qu'on aurait certainement une solution à ces problèmes-là d'ici 2 mois. Bon, ça veut dire que l'incertitude peut rester encore un petit peu. Après, on peut regarder les choses de façon plus technique aussi, et de voir si les investisseurs, finalement, ont capitulé sur les marchés. Et il y a ce deuxième graphique qui peut être intéressant à regarder. Alors, il s'agit de la part de cash détenue par les investisseurs individuels aux États-Unis, c'est ça? C'est ça. Et on s'aperçoit sur ce graphique qu'en fait, la part de cash, qui est aux alentours de 15% dans cette enquête, ressort au plus bas historique, un peu comme dans les années, à la fin des années 90. Après un grand mouvement de baisse, d'ailleurs, comme dans les années 80-90, les gens qui avaient acheté des actions finalement, et là on a un peu le même mécanisme, donc la part de cash est très faible, et par contre, elle n'a remonté dans la correction qu'on a connue que de 1%. Oui, ce qui est dérisoire. Voilà, généralement, on monte de 5, 6, 7% parce qu'on se fait un peu peur, et puis après on repart. Donc il semblerait qu'on n'ait pas vraiment eu ce mouvement un peu de capitulation du mouvement de correction. Donc la correction n'est pas achevée selon vous. Alors, en tout cas, on reste encore dans une forme d'incertitude pendant quelques semaines, certainement. Vous avez fait mention de l'offensive de communication de Donald Trump, et pas que de communication, puisqu'il a imposé des tarifs douaniers sur un certain nombre de produits chinois. Il a même allongé la liste de produits visés. Est-ce que ça, c'est susceptible, parce que vous évoquez pour le moment une correction, mais justement de nous faire basculer dans autre chose qu'une correction, ou pas? Alors, ça pourrait être le cas si la croissance mondiale était vraiment remise en cause. Je pense que ça passe par là. Et souvent, ça emprunte des chemins un peu détournés. D'où l'idée que si les conditions monétaires, finalement, étaient amenées à se détériorer. Alors, admettons le dollar qui monte très très fortement parce qu'on a peur, plus l'écartement des spreads dont je parlais tout à l'heure. Si ces conditions monétaires étaient amenées à se détériorer, on pourrait aller en effet un cran plus loin, parce qu'après c'est tout un enchaînement de différentes choses qui se mettent en place, et le stress pourrait avoir un impact. Mais on n'en est vraiment pas là. À ce Notamment stade. Parce que les montants concernés par ces hausses de tarifs douaniers restent relativement mesurés. Alors ça, c'est l'explication fondamentale. Mais comme je vous disais, là où il faut se méfier, c'est toujours qu'en général, ça commence par un détail, et puis ça prend de l'ampleur. Mais une fois de plus, on n'en est pas là. Et sur la croissance mondiale, c'est vraiment, on va dire, cette idée de peak momentum qu'il faut retenir, plus qu'une crainte sur un ralentissement généralisé, mondial, etc. Donc on n'en est pas là. Donc on a encore du temps. Cela dit, la correction pourrait ne pas être achevée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à une volatilité qui croît et à une correction qui n'est peut-être pas terminée? Alors, justement, on en arrive au troisième graphique qui exprime ici la volatilité sous la forme du VIX. C'est la volatilité aux États-Unis, c'est la courbe en bleu. Et sur les barres vertes, on voit la politique monétaire à travers les taux d'intérêt de la Fed, qui sont décalés de 2 ans. Et ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, on voit qu'il y a une certaine corrélation entre ces deux grandeurs. Et on s'aperçoit que dans l'histoire, parce que là, on remonte aux années 90, mais on aurait pu faire le même graphique jusqu'aux années 50, il y a, quand la Fed monte ses taux, grosso modo 2 ans après, on a la volatilité qui se met à augmenter. Ça veut dire que
ce qu'on a connu sur la volatilité en ce début d'année, ce n'est pas simplement un feu de paille. La volatilité, vraisemblablement, est là pour durer de façon tendancielle, parce qu'on est plus avancé dans le cycle. Et dans ce cas-là, alors souvent, et que la Fed va continuer à monter ses taux. Et que la Fed a dit qu'elle allait continuer à monter ses taux, même à un horizon assez lointain. M. Powell a été très clair sur le sujet. Très clair. Et donc, quand on est là, l'idée, c'est d'être quand même un peu prudent. Et souvent, on nous dit, mais alors, faut-il aller sur les défensives ou faut-il aller sur les cycliques ou qui sont des value, sur la croissance, voilà, qui sont des grandeurs sur les petites, sur les grandes, voilà, qui sont des grandeurs opposées, très opposées. Et je pense qu'il est sage de prendre des chemins de traverse et de regarder plutôt les valeurs de qualité. Alors les valeurs de qualité, c'est quoi? C'est tout simplement s'intéresser au bilan des entreprises, retenir des entreprises, des valeurs qui sont peu endettées. On parlait tout à l'heure qu'on risque des hausses de spread, par exemple. Donc on voit bien que la partie endettement peut poser un petit peu problème. Et ces entreprises moins endettées, en réalité, résistent mieux dans ces phases. Il n'est pas encore temps d'être complètement défensif, d'avoir peur de tout, etc., mais d'être simplement plus prudent en regardant la qualité. Et historiquement, si j'ose dire, la volatilité rime assez bien avec la qualité, et je pense que ça va être encore le cas cette fois-ci. Donc, pas de sortie, mais on se réfugie dans la qualité. Éric, merci. Merci Vincent.